La fortune des hommes est une roue qui ne laisse pas toujours les mêmes au sommet. Hérodote. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode d'Electron Penseur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e et dernier épisode de cette petite mini-série où on mettait en parallèle l'ascension de l'Everest et la mise en place d'un projet. Donc du coup, si vous n'avez pas écouté les épisodes d'avant, je vous conseille à le faire. Vous verrez, il y a un petit lien. Écoutez-les dans l'ordre, ce sera plus simple. Donc du coup, la dernière fois, on a analysé et appris à profiter de la victoire, à parler de l'atteinte du sommet et de la réussite. Donc du coup, aujourd'hui, on va voir le dernier concept qui est la descente. Donc du coup, pour faire le parallèle, dans l'Everest, vous voyez bien ce que c'est la descente. Vous allez me dire, dans le projet, je vois pas vraiment. Et bien c'est simple, en fait, pour moi, par descente, j'entends deux éléments distincts. Donc c'est en un, la chute, et en deux, le détachement. Donc dans la chute, j'entends en fait que si jamais vous laissez votre projet être couvert de lierre et être couvert de poussière, du coup il va finir par disparaître de lui-même. C'est ce qu'on appelle notamment en biologie la loi de la réversibilité. C'est-à-dire on prend notamment ça dans tout ce qui est au niveau des cellules, qui dit qu'en gros, si une cellule elle a été sollicitée, elle finit par se changer, par s'améliorer, pour progresser. Mais si jamais on arrête de la stimuler, elle finit par retourner à son état initial. Donc voilà, c'est un peu ce concept-là que j'entends par chute, c'est si vous vous occupez pas de votre projet, il va finir par se résorber et revenir finalement du point de départ d'où il était parti. Et ensuite le deuxième élément, donc le détachement. Donc en fait, ça, on va dire, la dernière épreuve, peut-être une des plus cruelles. Donc en fait, une fois que vous avez réussi à créer votre projet tout seul, que c'est votre petit bébé, que vous l'avez couvé jalousement jour et nuit, maintenant en fait vous allez devoir apprendre à former des gens pour le gérer efficacement à votre place, pour le faire quasiment aussi bien que vous, en fait tout simplement à déléguer. Parce que si jamais vous n'avez pas à vous en détacher, plus ou moins vous allez devenir esclave de votre projet et vous ne pourrez jamais en profiter. Donc du coup, c'est un peu le concept qu'on va aborder dans cet épisode. Donc si vous suivez un peu les différents épisodes, les différentes chroniques, du coup vous devez savoir que pour cette petite mini-série, quasiment à chaque fois, je raconte une petite histoire en parallèle avec l'Everest. Et donc du coup, aujourd'hui pour la dernière, donc je ne pouvais pas y couper, et je ne pouvais pas parler dans ce dernier épisode, surtout que j'ai parti de parler de plein de récits, et je ne pouvais pas finir cette petite mini-série sans vous raconter un des récits les plus célèbres, mais aussi les plus tragiques qui s'est passé sur les pentes de l'Everest. Donc du coup, en fait, cet épisode, il se passe durant la saison 1996. Il faut savoir qu'en 1996, il y a pas mal de monde sur les pentes de l'Everest. Et en effet, si on compte les différents versants pour gravir l'Everest, donc le versant nord et le versant sud, on a pas moins de 500 personnes qui ont tenté l'ascension. Et sur ces 500, il y en a seulement 84 qui ont réussi à parvenir jusqu'au sommet. Ça vous donne déjà un ratio du nombre de personnes qui essayent et du nombre de personnes qui réussissent. Donc du coup, parmi les différentes équipes qui tentent l'ascension, dans l'une d'elles se trouve un certain Rob Hall. Donc Rob Hall, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Rob Hall, tout simplement, c'est en fait, on va dire, l'inventeur des expéditions commerciales au niveau de l'Everest. Donc par expédition commerciale, en fait, j'entends que, on va dire, avant lui, c'était surtout un peu des expéditions d'alpinistes chevronnés. Donc voilà, où c'était plus ou moins des alpinistes quasiment professionnels qui se liaient en cordée pour gravir l'Everest. Et en fait, à partir de lui, il a développé le principe d'expédition commerciale. Donc c'est en gros de dire, on va mettre des guides et des grimpeurs expérimentés, et avec eux, on va prendre soit des grimpeurs amateurs, ou soit, on va dire, quasiment des touristes, pour un peu, contre argent sonnant et trébuchant, on va les emmener jusqu'au sommet. Donc c'est lui qui a inventé ce concept, donc en 1992, avec sa société qui s'appelait Adventure Consultant. Et donc du coup, entre 1992 et 1996, donc pendant ces 4 années, il a réussi à mener 19 grimpeurs amateurs, tous au sommet, et sans jamais essuyer aucune perte humaine. Quand on pense un peu au vu des histoires que je vous ai racontées, souvent au ratio du nombre de gens qui meurent, employer pendant 4 années consécutives dans les 19 personnes en haut, d'avoir aucune perte, c'est vraiment, c'est pas un exploit, mais c'est admirable. Mais on va dire que si ces inventions d'expédition commerciale, c'est une réussite, puisque là ça marche et on va emmener les gens,
En fait, elles sont surtout très lucratives. Et donc du coup, qui dit lucrative, dit concurrence, dit appât du gain. Donc du coup, ça a poussé d'autres grimpeurs à monter ce même genre d'expédition commerciale. Et en conséquence de quoi, en mai 1996, il y a 20 équipes différentes qui se font concurrence pour essayer de gravir l'Everest dans un créneau de seulement 2 semaines. Donc vous vous doutez bien que voilà, en très peu de temps, il y aura beaucoup de monde sur l'Everest qui vont devoir emprunter des chemins souvent très étroits, parce qu'il y a des endroits où on n'a qu'une seule, une espèce de corde de vie. En fait, finalement, c'est juste une corde qui est reliée juste avec des pitons, donc avec des pics plantés dans la montagne elle-même, donc dans la roche. Et donc du coup, on va dire que plus ou moins, vous pouvez pas vraiment doubler. Parce qu'on ne va pas vraiment prendre le risque de tomber dans un gouffre de 800 mètres juste pour gagner 2 places. Donc chacun est à la queue leu, et donc du coup, si jamais il y en a un qui est un peu faible ou qui ralentit, du coup, ça freine tous ceux qui sont derrière. Donc déjà, dans une expédition, ça peut freiner, mais alors vous vous doutez, en plus, il y en a 20 qui se font concurrence, c'est l'enfer. Et du coup, le jour de l'ascension finale, donc qui est le 10 mai, donc surtout, enfin qui est le 10 mai pour la société d'Adventure Consultant, mais aussi pour beaucoup d'autres. Donc du coup, il y a plusieurs éléments qui vont se coordonner en plus ce jour-là. Donc les embouteillages déjà, parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de monde qui arrive sur un endroit très restreint. Ensuite, il y a un désordre qui est dû aux expéditions, parce que du coup, vu qu'on emprunte plus ou moins tous le même chemin, il y en a qui mettent des échelles et puis finalement c'est pas les mêmes qu'ils empruntent. Il y en a qui doivent mettre des cordes, mais finalement ils les ont pas mis. Bref, il y a un désordre dû en fait à une espèce de mauvaise collaboration ou d'incompréhension entre les équipes. Et en plus de ça, on a aussi voilà, certains chefs d'équipe qui ont un peu un ego surdimensionné et qui en font qu'à leur tête et qui sont en mode sans foi ni loi, la montagne c'est la nature, genre il n'y a personne pour m'imposer des règles. Et donc du coup, tout ça, tout cet élément-là, ça fait que du coup, ça ralentit vachement les grimpeurs. Donc il faut savoir aussi un élément de plus, que vous savez si vous avez écouté les premiers épisodes, qu'en fait sur l'Everest, il y a une limite qui est fixée entre 13h et 14h. Donc qu'est-ce que c'est que cette limite? Et bien en fait, elle dit juste que à 13h ou 14h, donc là par exemple c'était à 14h ce jour-là, donc peu importe où vous soyez sur la montagne, à 14h il faut que vous descendiez. Si vous êtes au sommet, tant mieux. Si vous êtes sur la descente, c'est encore mieux. Et si vous êtes à 30 mètres ou à 200 mètres du sommet, c'est tout. C'est fini, c'est l'heure, il faut qu'on fasse demi-tour. C'est dur, mais c'est comme ça. Donc souvent, ces heures-là, elles sont calculées en fonction de la météo ou du vent ou voilà, ce genre de choses. Et donc du coup, en fait, le but de redescendre avant ça, c'est en fait d'éviter d'arriver trop tard sur le haut du sommet et de devoir redescendre après, on va dire, en pleine nuit. Parce que vous vous doutez bien que si c'est déjà dur, dans la zone de la mort quand même, hein, votre corps est en train de mourir littéralement. Si c'est déjà dur, physiquement d'arriver à survivre, le jour, vous doutez bien que la nuit, avec le vent, vous voyez pas où vous allez, il y a le vide de chaque côté. En plus, les températures, elles s'écroulent, elles peuvent descendre jusqu'à moins 30 ou moins 40 avec du vent, avec du bon blizzard, on imagine bien. Donc du coup, vous doutez bien que ça doit être l'enfer. Donc c'est même pour ça que, on va dire un peu comme votre projet, comme la montée elle est plus facile que la descente, et ben du coup, la rigueur, les grimpeurs ils préfèrent partir à minuit, 1h du matin, tôt le matin, pour voilà, au bout de 12 ou 13 heures de marche, finalement réussir jusqu'en haut du sommet, il y a presque à temps, quoi. Donc vous doutez bien que si c'est dur, on s'arrange pour que la descente, on la fasse en plus avec la fatigue, voilà, le manque d'oxygène ou autre, on la fasse plus ou moins on va dire le plus tôt possible. Donc du coup, ce jour-là, à 14h, donc du coup, l'équipe de Rob, elle est en pleine descente sur le chemin de elle est sur le chemin de la descente, elle vient d'atteindre le sommet. Et donc du coup, là, à quelques centaines de mètres du sommet, Rob Hall, il va croiser un de ses clients, donc qui s'appelle Doug Hansen, et qui essaye de monter péniblement jusqu'au sommet. Donc du coup, celui-ci, au passage, donc il l'attrape et il le supplie de le laisser continuer, il le supplie de le laisser de l'aider, de continuer à grimper. Et là, en fait, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte. Ce serait un peu, comment, on va dire cruel de ma part d'en désigner qu'un seul. Mais en gros, il y a plusieurs choses qui vont entrer en ligne de compte. Donc, je pense qu'il y a d'abord l'affection que Rob il a pour ce grimpeur. Donc, il faut savoir que ce grimpeur-là, en fait, il le connaissait parce qu'il était déjà venu l'année d'avant et il n'avait pas pu atteindre le sommet parce que justement, il y a un moment où il n'y avait plus d'oxygène. Il avait dû faire demi-tour. Et donc, du coup, pour pouvoir recommencer à gravir l'Everest cette année-là, donc du coup, il avait cumulé 3 jobs, dont celui de facteur et de menuisier. Il avait demandé de l'argent à l'école de son village. Donc du coup, voilà, pour essayer de se payer le billet. Et même avec ça, Rob, il a même descendu ses tarifs, juste pour lui, pour qu'il puisse participer. Donc il a vraiment une forme d'affection pour lui.
Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on est dans la zone de la mort. Donc, dans la zone de la mort, pour vous rappeler, on manque d'oxygène, il fait froid, on est fatigué, on commence à avoir presque quasiment des hallucinations. Donc du coup, voilà, il faut se dire aussi qu'on n'est pas, même si on a de l'oxygène, on n'est pas forcément lucide. Ensuite, je pense que c'est aussi un élément qui est très important qui rentre en ligne de compte, c'est surtout en fait la pression vis-à-vis des autres équipes commerciales. Donc comme je vous l'ai dit, en fait finalement Rob c'était le premier à avoir lancé. Et en fait, finalement je trouve que ça rattache bien par rapport à votre projet, c'est que comme c'est le premier, du coup c'est devenu le meilleur. Et du coup, il se sent un peu la pression. C'est un peu, on va dire, pas l'homme à abattre, mais c'est un peu le taulier, quoi. C'est un peu, c'était lui qui était le meilleur. Donc plus ou moins tous les autres, ils ont qu'une seule un peu idée, c'est d'arriver à prendre sa place, de devenir meilleur que lui. Donc, du coup, il a aussi cette pression vis-à-vis de toutes les autres équipes commerciales qui grimpent en même temps. On dire que c'est plus ou moins une espèce de concours à qui arrivera, même si c'est indirect, à qui arrivera à monter le plus de gens au sommet. Et en plus de ça, un élément, je pense, qui n'est pas à négliger, pardon, c'est qu'en fait, dans son équipe, donc comme je l'ai dit, elle est même tellement, on va dire, tellement réputée, qu'en gros, il y a un journaliste donc, qui s'appelle John Krakauer, et qui est en fait un journaliste pour le magazine Outside, et qui, donc, voilà, qui est, on va dire, un magazine assez influent pour tout ce qui est aventure, escalade ou autre. Donc il faut se dire qu'en plus de la pression de, on va dire, toutes les autres équipes qui essayent un peu de tirer leur part du gâteau, et ben en plus ils sentent la critique de lui, de se dire et ben si jamais genre ma saison elle est pas ouf, et ben du coup genre en plus je vais avoir la critique non seulement des autres, mais en plus je risque d'avoir la critique plus ou moins du monde entier, parce que vu que c'est c'est comment, vu que c'est des articles qui peuvent être lus dans le monde entier, voilà, vous doutez un peu de l'impact médiatique. Donc du coup, toutes ces raisons-là, je pense, en fait, elles l'ont poussé à repousser la limite qui s'était fixée, il avait lui-même fixé, donc qui était de 14 heures, et à remonter quand même les quelques 300 mètres qu'il séparait juste du sommet. Et enfin, tous les deux, péniblement, ils avaient fini par atteindre le sommet vers 16 heures. Et finalement, en fait, ce sommet qui leur paraissait si proche, qui était là à quelques centaines de mètres, et bien finalement, il leur sera fatal. Parce que ni Doug, ni Rob, ni Andy Harris, qui est un des guides de Rob et qui était venu le secourir quand justement il était resté coincé dans la montagne, et bien il n'y en a aucun des trois qui va redescendre de la montagne. Et on va dire que sur les seuls 10 et 11 mai 1996, il y a 8 personnes qui perdent la vie. Et c'est pour ça que du coup elle est considérée comme beaucoup de grimpeurs, comme une des pires tragédies de l'Everest, parce que ça fait un peu une lame de fond qui a emmené voilà, d'un coup beaucoup de personnes. Donc du coup, pour continuer un peu toujours sur la même lancée, il faut savoir que là je vous ai raconté la plus célèbre, mais qu'en fait il y a de très nombreuses histoires tragiques d'alpinistes qui meurent. Il faut savoir qu'il y en a quasiment 300 qui sont morts sur la montagne, et qu'en fait sur ces 300, il y en a quasiment plus de 80% qui sont morts sur la descente. Ce qui est plus ou moins, on va dire, logique, enfin, ce qui peut s'expliquer par le fait que l'organisme il est fatigué, que le moral il est un peu à plat. Voilà, ouais, ça fait un peu quand même quelques heures que vous n'avez pas dormi ni mangé et que vous faites que marcher. Vous êtes dans la zone de la mort, je rappelle, votre cerveau plus ou moins est en train de mourir. Et en plus, finalement, je pense que la vigilance elle se relâche un peu parce que vous avez pu vraiment un peu l'objectif viscéral qui vous pousse à atteindre le sommet. Là, c'est bon, vous l'avez atteint, donc du coup, c'est plus que voilà, vous déroulez quoi, vous me direz. Et donc du coup, donc il y a la liste, elle pourrait être longue, donc de toutes les personnes qui ont disparu dans l'Everest. Donc par exemple, je dirais Ainor Schmatch, Ray Jenny, Francis Asentiev, Marco Sifredi ou encore George Mallory. Et encore beaucoup d'autres personnes. En fait, cet épisode, j'ai décidé en fait de le dédier à eux, donc personnes que je viens de citer, et aux 293 autres personnes qui ont disparu dans l'Everest, à la conquête de l'Everest entre 1922 et 1918. Pour revenir juste un petit fun fact, une petite info du coup sur le dernier nom que je vous ai dit. Si vous suivez un peu l'Everest, peut-être que ça vous a marqué un peu. Donc c'est George Mallory. Donc il faut savoir que Mallory en fait c'est vraiment un pionnier dans l'histoire de l'alpinisme, notamment parce que c'est un des premiers à s'attaquer à l'Everest. Il est notamment connu parce qu'en 1924, c'est lui qui a tenté une ascension. Donc ils étaient deux avec son compatriote, donc justement pour essayer d'atteindre le sommet. Et finalement, on ne saura jamais s'ils ont réussi à atteindre le sommet puisqu'ils ne sont jamais redescendus. Et la seule chose en fait qui a posé le doute, c'est que des décennies plus tard, on a fini par retrouver le corps de Mallory. Et que en fait, ce qui a posé le doute, c'est que quand il est parti, il avait une photo de sa femme qu'il avait dans la doublure de son manteau et qu'il a dit je la poserai sur l'Everest quand je serai arrivé jusqu'en haut. Et finalement, quand on l'a retrouvé, il n'y avait pas la photo de sa femme. Sauf que faute de preuves, du coup,
on est incapable de dire s'il a vraiment réussi à arriver jusqu'au sommet, ou si non, il s'arrêtait avant, ou s'il est mort avant d'y arriver. À ce sujet, en fait, parce que les montagnards, ils s'accordent en fait généralement sur le fait que une ascension, elle est victorieuse seulement si vous arrivez à gravir le sommet et à en revenir. Pour mettre le parallèle avec votre projet, en gros, c'est est-ce que vous pourriez, vous réellement, vous considérez que vous avez réussi? Est-ce que vous pourriez vraiment avoir la reconnaissance de vos pairs si genre votre réussite était aussi brève et fulgurante qu'une étoile filante, quoi. Genre qui brille de mille feux, et d'un coup elle explose et elle disparaît dans une traînée de flammes et hop, il reste plus rien. Donc ça fait un peu très imagé, mais voilà, c'est un peu le truc de se dire que bah, finalement pour eux, et ben justement l'ascension elle compte seulement si vous montez et vous redescendez, et du coup même vous, votre projet, peu importe ce que c'est, et ben justement ça marche, que on dire seulement si c'est durable, si c'est juste un truc épisodique, et ben vous n'avez pas, on va dire qu'on va pas se mentir, il y a forcément la reconnaissance un peu sociale, donc la reconnaissance des gens du milieu dans lequel vous êtes, et bah, du coup il y a aussi un peu votre propre victoire. Si par exemple votre but c'est de monter un meuble, que vous construisez un meuble à la sueur de votre front et tout ça, vous le fabriquez de A à Z, c'est vous qui coupez les planches et tout ça, et que votre meuble il dure genre 6 secondes, il s'écroule, et bah genre aux yeux des gens et même aux yeux de vous, et bah vous n'êtes pas un menuisier quoi, vous n'avez pas construit une étagère, vous avez construit un truc qui a tenu 2 secondes quoi. Alors qu'au contraire, vous pourriez avoir fait un truc un peu moins fou, mais bon, si le truc il reste là pendant 10 ans, et ben la gars, vous aurez plus de reconnaissance et même vous, vous serez plus fier parce que pendant 10 ans, quand vous allez passer tout le monde, dire ouais, c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, pour vous montrer un peu le concept de ce que j'entendais par là. Donc, l'ennui aussi, je pense que ce qui est. Donc là, pour refaire un parallèle avec l'Everest, je pense que l'ennui avec le sommet, et donc du coup qui est aussi applicable avec la réussite par rapport à votre projet, c'est qu'en fait, on n'est pas tous égaux. Donc je m'explique, et même pour imaginer ça, je vais vous raconter encore deux petites histoires au niveau de l'Everest. Décidément, c'est un festival aujourd'hui. Donc du coup, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, donc vous avez une heure butoir quand vous montez l'Everest. En plus c'est dur, en plus il fait froid. Vraiment, la plupart, quand on voit ça sur les films ou dans les reportages, ça a l'air un peu fun. On se dit ah ouais, il sue un peu celle-là, mais si on regarde un peu plus profond, vraiment les gens qui arrivent en haut, ils sont quasiment à l'article de la mort, quoi. Ils poussent vraiment dans leur réserve. C'est vraiment une espèce de lutte incessante pour vraiment vivre, pour survivre. Donc du coup, il faut savoir que même quand vous allez au sommet, eh ben, finalement, la plupart des gens, ils passent que quelques minutes en haut et finalement, ils décident de redescendre. Mais ça, c'est ce que les gens font en général. Mais pas Baka, Kuma, Reya. Désolé pour le nom, mais décidément. Donc, qui lui, par contre, a décidé d'en profiter. Donc, il est aussi connu sous le nom de Maître suprême Godangel, rien que ça. Donc, de la secte du chemin céleste. Voilà, ça montre déjà un peu le personnage. Mais, quand même, la chose qu'on ne peut pas lui refuser, c'est qu'il a réussi à passer 32 heures au sommet en 2011, dont 27 heures en méditation et 11 heures sans oxygène artificiel. Donc, on va dire, juste un peu par la force de sa pensée, ou un peu plus loin, son organisme, il aurait dû mourir, quoi. C'est un peu, on va dire, un peu une force de la nature, ou c'est un peu une exception. Donc vous vous rendez compte qu'il a réussi à passer 32 heures. Et en contrepartie, vous avez Shirya Sahakorfin, donc qui est une alpiniste, et donc du coup, qui elle a atteint le sommet, et elle est restée juste 25 petites minutes pour célébrer son accomplissement parce qu'elle n'en pouvait vraiment plus. Et sauf que du coup, elle a manqué d'oxygène dans la descente et elle est morte d'épuisement et du coup son corps, il est encore là, juste à 300 mètres, juste sous le sommet du mont Everest. Donc c'est pour vous dire que vous avez bien vu que genre il y a pas de norme quoi, c'est-à-dire que vous pouvez y arriver, rester juste quelques minutes et par la force de descendre, ou alors vous pouvez monter, rester plus ou moins autant de temps que vous voulez, et puis finalement redescendre, pas comme si de rien n'était, mais réussir à redescendre. Donc autrement dit, par rapport à votre projet, en fait, je pense que on va dire qu'il y a certains projets, une fois que vous les aurez réussi, ils pourront tourner tout seuls, sans effort. Et il y en a d'autres où genre le moindre petit relâchement, ça pourrait être fatal. Voilà, c'est ça que je voulais imaginer avec les deux petites histoires. Donc, pour vous donner un exemple, c'est la même chose que la différence entre construire un mur et faire un régime. Si vous construisez un mur, imaginons que les deux vous prennent le même temps, des mois par exemple. Si par exemple vous construisez un mur, une fois que vous avez construit le mur, à moins que vous l'ayez fait en papier, mais genre si vous avez fait un mur en granit, et ben genre pour les quelques prochaines dizaines d'années ou centaines
de milliers d'années, normalement vous ne devriez pas avoir de problème. Normalement le mur il devrait tenir. Ou en partie, si vous faites un régime, que voilà, vous êtes forcé de ça pour avoir un peu genre le corps de vos rêves, et ben genre il suffira genre pendant 3 semaines, vous faites un relâchement, vous mangez du Nutella et vous mangez McDo tous les midis, et poum, votre régime il est envolé. Donc là voilà, c'est pour vous montrer que bah, du coup, tous les projets en fait ils se valent pas, ils sont pas tous pérennes sur la durée. Il y en a qui on a besoin tout le temps de les entretenir, par exemple votre régime, il y en a où une fois qu'ils sont construits, pour les détruire, vous voyez, voilà, votre mur en granit, faut y aller, à part si vraiment vous mettez de l'explosif horrible, là, il faudrait quasiment que ce soit volontaire de votre part pour que vous commenciez à le dégrader. Quoi. Donc du coup, comme je l'avais énoncé au tout début de l'épisode, donc du coup, donc aujourd'hui on va travailler sur la descente, et donc du coup dans la descente j'entendais 2 points, donc qui étaient la chute et le détachement. Donc là on va rentrer un peu plus en profondeur. Donc pour moi en fait je pense que la chute c'est le pire des fléaux pour votre projet. Ça veut dire que sans un entretien qui soit moins régulier, et bah, le niveau de votre projet il va descendre et descendre et descendre et descendre jusqu'à arriver à son niveau de base. Exactement, pour vous mettre une image, exactement comme l'eau, elle coule jusqu'au niveau le plus bas, ou elle coule pour être toujours à niveau. Voilà, s'il y a un endroit qui est plus haut que l'autre, hop, ça fait une cascade pour essayer de s'équilibrer. Donc du coup, pour mettre un peu d'autres images sur ce concept, donc du coup, il faut savoir par exemple notamment en biologie ou notamment par exemple dans les activités physiques, c'est ce qu'on appelle le principe d'homéostasie. Donc du coup, c'est la capacité pour votre corps à essayer de revenir toujours à son état de base, à l'état où il est bien. Donc on va dire que ça, le principe d'homéostasie, vous pouvez le demander à tous les gens qui sont bodybuilders ou qui font de la musculation, voilà, un peu niveau sérieux. En fait, c'est vraiment leur pire ennemi. Parce que du coup, il faut savoir que le plus ou moins, ils deviennent musclés parce que leur corps, il se développe pour faire face à des charges qui sont de plus en plus importantes. Donc c'est exactement le même principe que la cellule au début. C'est-à-dire c'est le même principe que la cellule au début. Bah, du coup, à chaque fois qu'elle est sollicitée, et bah, du coup, il y a même ce qu'on appelle une surcompensation. C'est-à-dire que du coup, comme elles se sont un peu agressées, et bah, elle construit d'autres défenses pour se dire, et bah, la prochaine fois, je serai plus armé. Donc du coup, c'est ce qui fait voilà, que vos muscles grossissent. Et donc du coup, c'est pour ça que plus vous continuez à monter la charge, plus du coup, en théorie, vos muscles grossissent, parce que du coup, plus votre corps se prépare à se dire, c'est un peu comme une agression pour lui, il se dit, bah du coup, je serai prêt pour la prochaine vague, quoi. Et donc du coup, la seule chose, c'est que si d'un coup, vous arrêtez de lui faire subir ces différentes charges, et bah du coup, pour lui, c'est pas naturel de devoir entretenir toutes ces... Là, je prends vraiment l'exemple de la musculation parce que c'est parlant, de devoir entretenir toute cette masse musculaire. S'il a plus de danger pour lui, c'est inutile. Votre cerveau, c'est pas la moitié d'un con, et donc du coup, il va pas dépenser plein d'énergie à entretenir quelque chose qui sert à rien. C'est exactement la même chose que, voilà, si vous aviez construit des murs parce que vous avez des ennemis tout le temps et tout ça, si un jour vous avez plus d'ennemis, bah, plus ou moins vos murs ils peuvent tomber en ruine, limite. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans pas mal de villes ou autres où on vous dit ah bah voilà, ici il y avait un mur, mais bon, le mur maintenant il a été pris pour construire des églises ou autres. C'est parce que c'est bien la preuve, c'est-à-dire qu'il y a un moment on s'est dit et bah finalement le château il ne sert plus à rien parce qu'on n'a plus d'ennemis, et bah du coup on démonte le château parce que non, on a besoin des pierres. Bah là c'est exactement la même chose pour votre corps et c'est exactement la même chose pour votre projet. C'est que si vous vous entretenez pas, bah, plus ou moins le projet il a tendance à redescendre à son niveau de base. Et donc du coup, je pense que si vous laissez votre projet s'effriter, voilà, petit à petit, et ben, tôt ou tard, tous vos efforts ils auront été vains. C'est-à-dire que tôt ou tard, finalement, on n'aura pas vraiment vu la différence entre ce que vous aviez fait et le niveau d'où vous êtes parti. Après, je pense que voilà, tout ça, ça dépend aussi de votre objectif de base et de votre type de projet. Donc si votre projet de base, c'était par exemple de peindre un magnifique tableau ou d'avoir 1 million d'euros, c'était ça vraiment votre objectif, alors bah du coup, après, si vraiment vous n'avez pas d'objectif un peu plus loin, et après vous n'avez plus grand chose à faire, à part juste prendre la toile et la mettre dans un endroit où elle ne craint pas l'humidité, ou vous assurer que votre or il est bien au fond, bien caché au fond d'un coffre, quoi. Mais on va dire que si, par exemple, votre but il est un peu plus à long terme, qui est un peu plus de devenir artiste ou de devenir riche, bah du coup, s'asseoir sur une seule réalisation, juste sur votre toile ou juste sur votre petit 1 million d'euros, et bah du coup, ce sera qu'un petit pourcentage finalement de la réussite totale. Ce sera une victoire, je suis d'accord avec vous, mais voilà, il faudra essayer de regarder, d'entretenir déjà ça. Vous ne pouvez pas devenir un artiste si toutes vos toiles elles pourrissent ou elles brûlent au fur et à mesure où vous les faites. Vous ne pouvez pas devenir riche si vous dépensez plus ou moins, si vous perdez tout l'argent que vous avez accumulé. Donc du coup voilà, c'est ça, c'est de dire si après vous voulez continuer à progresser, et bien il faut maintenir déjà ce petit niveau-là.
Donc du coup, ça dépendait de votre projet de base. Et ensuite, comme je dis, ça peut dépendre aussi de votre type de projet. Donc on va dire que, mis à part les projets qui sont vraiment à court terme ou ceux qui ont un objectif très précis, donc voilà, voilà, pour dire, si vraiment c'était votre but, c'était je veux vraiment avoir juste 1 million d'euros juste pour me prouver que je peux le faire, mais j'en ai pas besoin du tout. C'est juste je me prouve pour que je peux le faire. Et une fois que je l'ai, et ben c'est tout, je reviens à ma petite vie qui était avant, comme d'habitude, et j'en ai pas besoin. Voilà, si c'était vraiment ça votre projet, il n'y a pas de souci, mais donc du coup, ça rentre pas en ligne de compte. Mais si votre projet, voilà, c'était ni un objectif qui est à court terme, ni un objectif très précis, bah du coup, ils ont forcément besoin d'entretien. Mais on va dire que l'entretien, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure avec le mur et avec votre régime, en fait, l'entretien du projet, il est variable en fonction du type de projet lui-même. Donc du coup, voilà, c'est pour vous dire que finalement, souvenez-vous que vraiment que le seul moyen de pouvoir lutter contre la chute d'un projet, c'est l'entretien. C'est vraiment L'entretien, c'est vraiment ce qui distingue le jardin en friche de votre vieille tante qui s'occupe pas du tout, qui a des arbres qui poussent partout, du château de Versailles. Alors que pourtant, je pense que le jardin de votre vieille tante, eh ben lui, il était là depuis moins longtemps quand même que le château de Versailles. Mais le château de Versailles, il est toujours nickel, les ailes, elles sont coupées droites, parce que voilà, tous les jours, il y a des gens qui sont là, qui l'entretiennent et qui le font pousser. Et ben là, c'est exactement la même chose. Après, je suis d'accord avec vous, comme je vous l'ai dit, ça dépend voilà, des deux éléments, du type de projet, si c'est quelque chose qui est plus ou moins durable, sans qu'on ait besoin d'entretien. Et voilà, si c'était votre objectif, c'était juste d'avoir. Si votre objectif c'est juste d'avoir un arbre, ben vous n'avez pas forcément besoin qu'il soit bien taillé. Donc voilà, ça dépend de ces deux éléments-là. Et ensuite, le deuxième point, qui était le détachement, en fait, il est directement lié au premier point. Donc, en effet, comme on l'a vu, pour tous les projets, donc ça peut être une réalisation, un apprentissage, une création d'entreprise, que sais-je encore, donc du coup, ça nécessite toujours un entretien pour devenir pérenne, pour pouvoir continuer à subsister après. Donc, du coup, on va dire que plus votre projet il nécessitera d'entretien pour continuer de fonctionner, et plus vous devrez y investir du temps et de l'énergie. Sauf que, comme je vous l'ai dit au début, en fait, votre projet, c'est un peu votre bébé, c'est un peu voilà, votre œuf que vous couvez jalousement. Vous voulez tout contrôler, voilà, faudrait surtout pas qu'il y ait une petite éraflure dessus. Et du coup, votre projet, il vous tient sûrement très à cœur. Et ça, c'est super, c'est normal, c'est vous qui l'avez créé, c'est vraiment votre bébé. Sauf qu'en fait, finalement, je pense que vous ne pourrez jamais profiter des bénéfices si vous passez tout votre temps à vous en occuper. Euh, pour comment Donc là, par exemple, si vous écoutez ça, vous vous doutez que par exemple le parallèle avec une entreprise, il est facile à distinguer. Parce que là, on pourrait se dire que c'est la même chose que si vous montrez votre propre entreprise et que vous passez tout votre temps dedans et que vous embauchez personne, et finalement, tout l'argent et on va dire un peu les retombées que vous pourriez avoir, vous n'en profitez pas parce que vous travaillez tout le temps. Donc du coup, voilà, ça c'est le parallèle un peu facile que vous devez peut-être avoir en tête. Mais donc du coup, moi je voulais vous montrer qu'en fait ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres projets. Pour moi, en fait, c'est exactement comme si vous aviez construit une maison de vos propres mains à la sueur de votre front et qu'en fait vous passez tout votre temps à réparer les petits éléments, genre la plomberie, les fissures, parce qu'il y a des petites taches où il faudra mettre de la peinture, ou faire le ménage tout le temps. Enfin, vraiment le ménage, je parle de, voilà, vraiment, on bouge les meubles de la pièce, c'est vraiment le ménage intensif. Donc du coup, c'est super. Au final, vous aurez une maison au top. Ça ressemblera à vous savez, les maisons témoins, là, où un peu, voilà, vous vous croirez presque chez Ikea, quoi. Mais finalement, votre maison au top, et ben vous en profiterez jamais, vous en profiterez pas, parce que vous aurez jamais un moment pour vous asseoir ou en profiter. Il y aura toujours un moment, un petit truc qui coule, ou voilà, une petite tache de poussière, ou un petit endroit où il faut remettre un coup de peinture. Et du coup, finalement, vous profiterez jamais de votre maison. Vous avez réussi à créer votre bébé, c'est vraiment votre maison. Sauf qu'en fait, l'entretien, ça vous bouffe. Parce que comme je vous l'ai dit, le but, c'est pas non plus de laisser sa maison s'écrouler en disant bah non, c'est pas grave, je l'entretiens plus maintenant. Et puis c'est tout, j'ai construit ma maison, puis le jour où le toit il tombe, et c'est pas grave, je mettrai une bâche sur ma tête le jour où il pleut, quoi. Donc non, je dis pas ça. Mais je dis juste que du coup, c'est normal qu'il y ait un moment où ça risque de devenir maladif ou autre. Et qu'à ce moment-là, il faut essayer de regarder pour déléguer, d'essayer de regarder pour former en dessous. Donc du coup, voilà, pour reprendre notre exemple, c'est exactement la même chose que si vous passiez tellement de temps à chouchouter la mécanique de votre voiture ou autre, à démonter les pistons pour bien les huiler ou autre, que finalement, en fait, vous n'avez plus le temps de rouler avec. Votre voiture, elle passe son temps au garage, et puis finalement, vous n'avez pas le temps de la rouler avec. Donc vraiment, on va dire, de profiter, de faire ce pourquoi elle est faite, juste parce que voilà, vous passez trop de temps à vraiment vouloir que l'entretien soit parfait.
Donc après, je suis d'accord avec vous, l'intention elle est louable, je dis pas le contraire, mais en fait, je pense qu'elle elle va vraiment, au bout d'un certain moment, elle va à l'encontre de pourquoi vous avez créé ce projet. Pour ce projet-là, à la base, si vous l'avez fait, il y a forcément un peu on va dire une valeur un peu égoïste. Vous l'avez fait forcément pour vous. Il y a quelque chose, voilà, ça doit vous impacter directement. Sinon, vous n'auriez pas eu la motivation et la détermination de réussir. Donc du coup, la maison que vous avez créée, ou la voiture que vous avez achetée, ou plus ou moins que vous avez fabriquée, même si vous voulez, et ben, ou l'entreprise que vous avez montée, le but, c'est de vivre dans la maison, ou de rouler avec la voiture, ou de vivre de l'entreprise. Le but, c'est pas de passer son temps à nettoyer sa maison, ou de passer son temps à réparer la mécanique de sa voiture, ou de passer son temps à courir partout, et à faire la compta, etc. dans votre entreprise. Il faut vraiment en fait que, pour moi, je pense que il faut que vous ayez le temps de pouvoir profiter de ce pourquoi finalement vous avez fait votre projet. Donc pour illustrer ça, il y a un auteur de best-seller donc, qui s'appelle Olivier Roland, donc, qui a écrit un livre, donc Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Je sais, le nom est vachement provocateur. Donc du coup, qui a montré ça en fait d'une manière très imagée. Donc lui, il parle surtout entrepreneuriat ou autre, mais je trouvais que juste cette petite image-là pouvait être intéressante. Donc en fait, il distingue finalement un homme orchestre d'un chef d'orchestre. Donc pour vous montrer, en fait, finalement, les deux, ils savent jouer de tous les instruments. Mais la différence, c'est qu'il y en a un qui s'arrête jamais, qui est toujours en train de bouger un bras, un coude, les genoux et tout ça, qui est toujours en train de bouger quelque chose pour produire le son. Alors que l'autre, il produit exactement le même résultat, mais il agite juste sa baguette. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez vraiment, en fait, et ça, c'est... On dirait que je suis d'accord avec vous, pourtant, c'est une des parties les plus difficiles, dans le sens où c'est très dur, on va dire, d'abandonner ce qu'on a créé, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on abandonne, qu'on passe le flambeau. C'est un peu, voilà, on a tous eu, soit vu des films, ou soit on a eu des proches ou autres, où c'est le père qui a créé ce petite entreprise, qui lègue le flambeau à son fils, et finalement il le lègue pas vraiment, il est toujours sur son dos, parce que, ah mais ça va pas, puis ça va pas, puis il faudrait faire comme ça. Alors du coup, voilà, je comprends que ce soit vraiment dur, mais on va dire que si l'entretien, et j'insiste bien sur le si, c'est pas une obligation, de votre projet et elle nécessite beaucoup d'énergie et de temps, et bah, du coup pour moi apprendre à déléguer, et bah, c'est le meilleur moyen de la rendre pérenne et prospère. Parce que même à un moment vous vous rendrez compte que même si c'est votre petit bébé, et ben à un moment vous en serez nocif parce que vous n'aurez pas de regard extérieur, vous serez trop un peu dans votre ce qu'on appelle aussi la loi du militant. C'est un peu voilà, vous êtes trop dans votre idéologie, genre c'est comme ça doit marcher comme ça, que finalement vous êtes un peu déconnecté de ce qui peut se passer vraiment, des éléments extérieurs qu'il peut y avoir, ou de regarder que finalement votre projet vous l'emmenez droit dans le mur, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc du coup, apprendre à déléguer, ça veut dire en fait apprendre à former des gens qui font la tâche aussi bien que vous, peut-être même mieux que vous. Et en fait, c'est en fait d'apprendre qu'une fois que ces personnes elles auront acquis les compétences requises, bah du coup, vous pourrez genre faire plus que de la gestion, puis après genre plus que de la vision un peu de loin, et après de plus en plus vous essayez de vous détacher pour, on va dire plus ou moins, après plus qu'un, voilà, que vous n'ayez pas qu'à signer des papiers, mais que voilà, ce soit plus que de la gestion de loin, quoi. Limite que vous en détachez complètement. Si par exemple vous avez monté une entreprise et vous voulez la lâcher, ou si par exemple vous avez créé une maison pour vos enfants, et ben du coup le but c'est quand même que vos enfants ils puissent vivre dedans, pas que vous soyez tout le temps là en train de réparer la plomberie, en train de gommer la moindre petite tache sur le mur. Voilà, c'est après apprendre à profiter. Je pense que les deux éléments qui aujourd'hui en fait c'est vraiment apprendre à profiter de votre petit, enfin apprendre à profiter de votre victoire, quoi. Vous souvenir pourquoi est-ce que vous avez fait ça. Et après, du coup, voilà, c'est vraiment de dire, il faut que vous l'entreteniez, donc votre réussite. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit chronophage, il ne faut pas vraiment que ça vous tire vers le bas, que vous vous sentiez vraiment. Même des fois, c'est un peu cruel parce que vous ne vous sentez pas en fait. Limite, on s'en rend compte quasiment quand il est trop tard, mais que voilà, c'est vraiment, ça vous prend toute votre temps et toute votre énergie, et que du coup, vous en profitez pas, alors que pourtant vous avez réussi. Voilà, je pense que c'est ça le pire. Bon, bah voilà, c'était la fin de ce dernier petit épisode sur la mini-série. Donc, comme toujours, je vous fais un petit call to action, donc une petite application concrète de tout ce que je viens de raconter. Donc, du coup, la question qu'on se pose aujourd'hui, par rapport au contexte, c'est en gros, on est au sommet, mais genre voilà, comment rester au sommet? Et donc, du coup, par rapport à ça, il y a une technique japonaise, qui je pense qu'il pourrait y faire face, qui s'appelle le Kaizen. Donc, le Kaizen, en fait, ça consiste à l'amélioration d'un projet en une multitude de petites touches. Donc plutôt que d'un grand changement radical qui peut radicalement qui peut faire trembler, on va dire, même l'ensemble jusque dans ses fondations, bah, du coup là c'est plus que des petites touches par-ci par-là pour voilà, toujours
rester à la pointe de à la pointe de la technologie, mais pour toujours rester voilà, un peu le meilleur, rester dans la ligne de conduite. Donc voilà, c'est les petites touches, c'est l'entretien. Donc l'application par rapport à votre projet. Donc aujourd'hui en fait l'élément que je vais vous donner en fait c'est d'essayer de vous fixer une période donc qui est située entre un mois et une semaine. Donc une semaine et un mois plutôt pour le faire dans l'ordre chronologique. Donc en dessous, parce que je pense qu'en dessous d'une semaine, vous risquez de vous épuiser, d'être trop focus sur votre projet, de passer justement votre temps à vouloir gommer la moindre petite tâche sur le mur. Et au-dessus, je pense que du coup, vous pourriez laisser certaines fissures, on va dire, commencer à s'agrandir irrémédiablement. Donc du coup, voilà, je pense qu'entre une semaine et un mois. Et à la fin de chaque période, donc au niveau de chaque date butoir, donc vous devez entreprendre ou avoir entrepris au moins une action pour avoir amélioré votre projet. Donc j'insiste, vous devez en avoir fait une pendant votre période, donc on va dire à la fin de votre date butoir, soit vous faites à ce moment-là un espèce de compte rendu, une espèce de vérif à cette date-là, ou pendant la période, vous devez avoir fait quelque chose. Donc j'insiste bien sur une, bon, en vrai voilà vraiment s'il y a des cas de force majeure, je dis pas de laisser votre projet s'écrouler, si le toit tombe et que vous venez de changer la prise, vous dites pas ah bah non c'est bon j'ai déjà changé un élément, je verrai le mois prochain. Non, faut pas non plus être stupide, j'ai pas dit ça, c'est juste dit voilà, si votre projet il marche, et bah du coup vous devez vous faire violence pour essayer d'appliquer le Kaizen, donc mettre une petite touche sur au moins un élément, et du coup voilà, que vous arriviez toujours, pas plus, parce que sinon après si vous en mettez plus que un dans votre petite période, ou alors si vous êtes un peu on va dire maniaque, mettez-vous une période un peu plus courte, donc je pense qu'une semaine c'est bien. Et donc du coup, voilà, vous vous tenez à un élément par semaine et pas plus. Parce que si vous faites plus, et bien vous allez vraiment passer, vous vivrez plus dans votre projet parce que vous serez votre projet, quoi. Et vous ferez corps avec lui et vous passerez votre temps exactement dedans, sans vraiment en profiter. Donc du coup, dans ce petit laps de temps, vous devez vraiment en fait avoir on va dire, soit un ajout de connaissances ou soit une modification du projet lui-même. Donc ça peut être, par exemple, pour reprendre l'exemple de votre maison, ça peut être soit une modification du projet, donc par exemple que vous décidiez qu'à cet endroit-là vous allez mettre une fenêtre, par exemple, à la place du mur, donc casser le mur pour mettre une fenêtre, ou après ça peut être genre juste une connaissance. C'est juste que, et bah, par exemple, vous avez construit votre maison, vous avez construit votre charpente, et bah, du coup, là pendant votre semaine, et bah, vous apprenez des nouvelles techniques de charpenterie scandinave. Je sais, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu l'image. Voilà, vous lisez des trucs complètement qui sont quand même dans votre élément, mais qui peut être genre complètement large, beaucoup plus large, un peu pour ouvrir votre vision de l'élément. Et donc du coup, en fait, ça vous permettra que, et ben, je veux dire, le jour où je change ma charpente, et bah tiens, je sais ça, et ben peut-être que je la referai pas pareil. Ou bah tiens, peut-être que finalement je vais la changer. Vous voyez, en fait, ça va faire un cumul, mais c'est pas forcément un cumul qui doit impacter directement sur votre projet. Ça peut être un cumul de connaissances qui, en gros, même pour reprendre l'exemple, là normalement, ce que vous deviez faire pour la semaine dernière, donc qui était justement avec le protocole de ce qui peut vous arriver, bah, du coup, ça peut rajouter une corde à votre arc, ça peut rajouter un nouvel élément pour se dire, dans cette situation-là, j'avais fait ça, mais maintenant, en connaissance de cause et avec la connaissance que j'ai acquis petit à petit pour rester voilà, toujours au top, et bah du coup, c'est finalement ce que j'ai appliqué la dernière fois, maintenant, ça serait peut-être plus la mode. En fait, finalement, ça serait peut-être plus efficace. Et voilà, c'est un peu vraiment ce concept-là. Je vais prendre un exemple encore plus concret. On va prendre l'exemple d'un boulanger. Un boulanger qui s'est donné une période de 15 jours. C'est-à-dire que tous les 15 jours, il doit tester ou avoir testé genre une nouvelle recette. Ou alors il peut avoir modifié une qui existait. Ou alors il peut avoir lu un article, un livre, regarder un documentaire qui parlait d'une nouvelle recette ou d'un nouveau concept ou d'un nouveau fournil, d'une nouvelle méthode. Vous voyez un peu? Je dis pas forcément que il doit radicalement, voilà, c'est vraiment le truc du Kaizen, c'est pas genre, il doit pas arriver à la masse, défoncer son fournil et puis se dire bon, maintenant il faut que je reconstruise tout, qu'est-ce que je vais faire? Et il doit pas non plus dire, eh ben je vire toute la carte ou je change la carte toutes les semaines parce que forcément les gens vont dire mais attendez ça j'aimais bien, maintenant il y en a plus. Voilà, c'est plus en mode petite touche, en mode bah tiens ça marche pas trop, et bah je sais pas si je rajoutais des amandes ou si je rajoutais des raisins, est-ce que les gens aimeraient plus? Ah tiens ils aiment moins, ou tiens ils aiment plus, bon bah ok si je faisais ça avec ça. Ou alors, même si je change rien, mais de se dire, bah tiens, j'ai appris ça, une nouvelle, et par exemple la baguette, et bah je sais pas, je la fais avec, parce que j'ai vu que les Scandinaves, oui, parce que vraiment, je sais pas pourquoi j'ai une inspiration scandinave, et bah justement, les Scandinaves, ils font voilà, des baguettes avec du miel, alors du coup, dans une technique spéciale, si j'essayais de faire exactement le produit, mais avec pas la même technique, qu'est-ce que les gens en penseraient? Voilà, c'est un peu, voilà, vous voyez un peu le concept, c'est vraiment de se dire,
je lui demande pas de laisser son four tourner tout seul, je lui demande pas de mettre un grand coup de masse dans son four pour tout changer, je lui demande pas de changer sa carte toutes les semaines, je lui dis juste que voilà, un petit élément par-ci par-là, et des fois je lui dis ça peut être même peut-être pendant 6 mois, il va rien changer de tout son étal, mais la seule chose qui va changer c'est que du coup, tous les 15 jours, et bah du coup il aura appris un nouveau truc, après un nouveau concept, après une nouvelle recette. Et donc du coup c'est là que le jour où voilà, ça commencera à descendre, ou que les gens lui diraient moi tiens, on aimerait bien ça ou autre, et ben c'est pas grave parce que voilà, dans son catalogue de connaissances, et ben il aura des éléments comme ça. Donc du coup en fait je pense que le Kaizen c'est vraiment la meilleure façon en fait d'ouvrir votre champ de possibilités tout en gardant un œil sur l'actualité qu'il y a autour et dans votre projet, et donc du coup pour permettre en fait à votre projet de rester vraiment au top. Euh, donc du coup j'aimerais aussi finir sur une petite citation donc de Gary V, donc Gary Vaynerchuk, qui est un investisseur américain, qui a une citation que j'aime beaucoup qui dit en gros, pour réussir, il faut soit être le premier, soit être le meilleur. C'est-à-dire que comme ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est surtout si votre projet, c'est vraiment votre but, c'est vraiment de l'emmener au sommet, et ben c'est de se dire que si vous le laissez stagner ou autre, il va redescendre par la fameuse loi de réversibilité, il va finir par redescendre à son point de niveau, à son point de départ, et donc du coup, vous n'aurez fait aucun effort. Alors que voilà, le but c'est d'essayer de vraiment toujours, si vous êtes un pionnier, si vous êtes le premier, même si vous êtes dépassé, vous resterez le premier. Si on prend Edmund Hillary, même s'il y a d'autres personnes qui ont monté plus vite, ou sans oxygène, ou sans aide, ou en solitaire, et ben c'est pas grave, parce que eux, les autres aussi ont laissé leur trace. Mais lui, il a laissé encore plus sa trace parce qu'il était le premier. Et d'ailleurs, les autres ont laissé leur trace parce qu'ils étaient les meilleurs. Donc, du coup, voilà, c'est de se dire que si dans votre projet, surtout si, on va pas se mentir, si vous voulez une reconnaissance par rapport à vos amis ou autre, ou votre milieu, si vous êtes le premier, bah c'est super, parce que du coup, voilà, vous êtes le premier à percer. Mais si vous n'êtes pas le premier, ce qui est fort probable dans le monde d'aujourd'hui, sauf si vous voulez sur Mars, c'est encore maintenant, pas de bol, Elon Musk aussi était le premier à y penser. Et donc du coup maintenant, c'est d'être le meilleur. C'est-à-dire que maintenant, lui il y a pensé, et bah, si vous arrivez à y aller jusque là-haut, et bah, c'est votre nom qu'on retiendra. C'est exactement la même chose. Et donc du coup, pour rester au meilleur, et bah du coup, une fois que vous êtes arrivé au sommet, et bah, continuez à faire des petites touches, des petits éléments de perfectionnement, sans tout changer, sans être tout le temps dessus, mais juste des petits, par-ci par-là, à rythme régulier pour rester à maintenir toujours au top. Parce qu'en fait, maintenant vous avez atteint le sommet, c'est super, et maintenant en fait, tâchez d'y rester le plus longtemps possible. Et que le seul jour où vous allez descendre, c'est que ce soit uniquement par la seule force de votre volonté. Voilà. Bah, du coup, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc là, on se retrouve la semaine prochaine, donc sur un épisode complètement différent, sur un autre concept. Si vous avez des idées, à la rigueur, je vous en prie, je vous invite sur la page Facebook Electron Penseur. Donc vous tapez juste Electron Penseur, vous êtes tombé dessus. Et je vous invite à envoyer un message. Si vous avez des idées ou autre sur la page Facebook, il n'y a pas de souci. Et sinon, bah, du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous laisse sur une petite citation du film Alexandre qui est sorti en 2005. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Homme ou femme, nul ne peut prétendre à trop de beauté ou de pouvoir sans avoir à le payer d'un désastre. Mais les dieux se rient de ceux qui visent trop haut. Ils écrasent au moindre caprice ce que nous avons bâti. La gloire qu'ils nous avaient accordée, ils la reprennent.